Hello, bienvenue à la 6ème page où l'on discute lecture façon book club. Je suis ravie de vous retrouver dans un format tout nouveau sur le podcast puisqu'on va parler d'une de mes dernières lectures particulièrement adaptée à cette période hivernale. Et j'essaie vraiment de rester dans des lectures froides en ce moment puisque j'ai tendance à vivre tout le temps dans le futur et donc très souvent dans la saison qui suit. Et en particulier pour l'hiver puisque j'adore le printemps et que dans ma tête j'y suis déjà. C'est pour ça qu'en ce moment j'essaye de lire des livres qui se passent en hiver parce que ça m'aide à m'ancrer dans le temps. Et j'ai donc choisi d'étaler les 3 tomes de la saga dont on va parler ici sur les mois de janvier, février et mars. On va parler dans cet épisode en particulier du premier tome, puisque c'est pour l'instant le seul que j'ai lu, même si j'ai également commencé le tome 2. Et j'avais surtout très envie de m'essayer à la comparaison entre certains livres et leur adaptation. Alors loin de moi l'idée de devenir le nouveau Adapte-moi si tu peux, qui est un podcast que j'adore. Là, ça va vraiment être au gré de mes envies que je découvrirai, ou redécouvrirai d'ailleurs, certaines œuvres littéraires et leurs versions en film ou en série. Et en l'occurrence, on est gâtés ici puisqu'on va parler du premier tome de la saga fantastique À la croisée des mondes de Philippe Pullman, mais aussi du film sorti en 2007, ainsi que du premier épisode de la série de 2019, et même avec un bonus puisque on va voir aussi la version audio du livre, puisque c'est sous ce format que je l'ai découvert, et c'était d'ailleurs une première pour moi. Donc on devrait pas s'ennuyer, il y a de quoi faire. À la croisée des mondes, His Dark Materials dans sa version originale, c'est une saga fantastique écrite par Philip Pullman, un écrivain britannique. Le premier tome, Les Royaumes du Nord, est publié aux éditions Scholastic dans sa version originale en 1995. Le second, nommé La Tour des Anges, est publié en 1997 et le dernier, Le Miroir d'Ambre, en 2000. On y suit la jeune Lyra Belacqua, une enfant de 12 ans qui est élevée dans le très austère Jordan College à Oxford, et elle est accompagnée, comme tout humain normalement constitué dans ce monde, d'un démon. C'est un animal qui est comme une extension de son âme. Le sien se nomme Pantalémon, et Lyra étant encore une enfant, la forme de son démon n'est pas encore fixée. Il a donc la capacité de changer de forme, ce qui se révèle très pratique pour suivre la jeune fille dans ses bêtises. Elle est plutôt téméraire, et si elle est intelligente, elle est surtout intrépide, et c'est aussi une incorrigible menteuse, ce qui est d'ailleurs une réelle fierté pour elle. Un jour, elle va se retrouver, malgré elle, mais pas trop quand même, à surprendre son oncle ainsi que les érudits de Jordan College avoir une conversation très importante sur la poussière. C'est une substance mystérieuse qui n'a rien à voir avec les moutons qui se cachent sous les meubles ou la pellicule blanche qui recouvre les étagères. Il s'agit d'une particule élémentaire que les adultes semblent redouter plus que tout. Il n'en faut guère plus à Lyra pour attiser son désir d'en apprendre davantage, d'autant plus que depuis quelque temps, des enfants de gitans disparaissent aux 4 coins du pays, et tout ça pourrait bien être en lien avec cette poussière omniprésente et dont l'existence est pourtant tue. Débute ainsi une quête longue et dangereuse d'Oxford aux contrées les plus reculées du Grand Nord, une quête qui ne concerne pas que cette jeune fille un peu trop curieuse, mais aussi de grands scientifiques, le magistérium qui est l'institut exécutif de l'église, mais aussi son oncle Azriel, ainsi qu'une femme puissante qui intéresse tout de suite Lyra. Et donc notre héroïne semble avoir un destin qui la dépasse grandement, ce qui va être aussi souligné par sa capacité à lire les réponses d'un étrange objet doré, l'alétiomètre. Bon, j'ai essayé de faire un résumé assez complet sans rien spoiler, et je crois que c'est pas trop mal, mais il faut savoir que c'est une œuvre qui est vraiment complexe et donc pas évidente à décrire. Parlons un petit peu de l'auteur. Philip Pullman est né en Angleterre en 1946. Il a étudié la littérature anglophone à l'université d'Oxford, dont il sort diplômé en 1968. Il a ensuite enseigné dans plusieurs villes avant de pouvoir enseigner à Oxford et au Westminster College. Il est passionné par les contes depuis son plus jeune âge et va très vite décider de devenir écrivain. Il va par contre pas se décrire comme tel, mais plutôt comme un conteur, parce qu'il distingue vraiment le métier de writer en anglais et celui de storyteller, donc conteur. Et ses livres sont destinés à la jeunesse comme aux adultes. Il a écrit de nombreux ouvrages, donc la saga À la croisée des mondes, ainsi que la trilogie de la poussière, qui se déroule avant À la croisée des mondes et dont le dernier tome n'est d'ailleurs pas encore sorti.
Il a aussi écrit quelques livres complémentaires à cet univers, et également la saga Sally Lockhart, qui est une série jeunesse, ainsi que des romans indépendants et une BD. À sa sortie, la saga va susciter quelques polémiques, et la première étant par rapport à la religion. Effectivement, en lisant ce premier tome, et surtout en commençant le second de cette saga, j'ai évidemment parfois pu voir que l'auteur n'était pas très porté sur la religion, et en l'occurrence ici, l'Église. Et en effet, j'ai lu en préparant cet épisode qu'il a été grandement critiqué par certaines organisations chrétiennes qui lui reprochent un contenu anti-religieux. J'avoue que n'étant pas forcément concernée, je suis pas croyante, donc je me suis forcément pas sentie attaquée. Et voilà, il y a beaucoup d'autres œuvres littéraires, ou non d'ailleurs, qui critiquent la religion, quelle qu'elle soit. Et quand je dis critique, je l'entends au sens global du terme, c'est-à-dire ça peut être constructif, c'est pas forcément négatif, mais voilà, cette idée de relever les intérêts et les points discutables, les mérites et les défauts. Mais c'est vrai qu'ici, il faut dire que sous le nom du magisterium, les représentants de l'Église n'apportent pas un point de vue particulièrement positif sur la religion. Ils exercent un régime plutôt totalitaire, un besoin de contrôler la population, et donc les critiques que Pullman fait dans son livre sont parfois assez virulentes. L'auteur va répondre à cette controverse en disant que ces arguments peuvent s'appliquer à toutes les religions institutionnelles et à toute forme de totalitarisme en général. Donc lui, il a un avis personnel qui est assez tranché à propos de la religion monothéiste notamment, et dans son livre, il le met en œuvre comme une religion qui cherche à faire prévaloir une doctrine du genre nous avons la vérité et on va vous tuer si vous n'y croyez pas. Et si ce qu'il répond à propos de cette controverse tend vers un agnosticisme bien marqué, il dément pourtant avoir écrit un ouvrage religieux. Il rappelle qu'il a écrit non pas foncièrement son idée, mais bien une histoire, voilà, ni un traité, ni un sermon, ni un travail philosophique. Et puis finalement, Pullman a quand même obtenu le soutien de chrétiens assez libéraux qui vont répliquer aux attaques que les critiques de Pullman sont centrées sur les dangers du dogmatisme et de l'usage de la religion en tant que moyen d'oppression, et pas sur le christianisme lui-même. Ça, c'est la plus grosse controverse qui a été soulevée au moment de la sortie du livre, enfin de la saga en général, et il paraît que c'est crescendo, c'est-à-dire que tome 1, on voyait quand même quelques allusions comme quoi il n'était pas fan de l'idée, et là j'avoue que tome 2 ça a commencé à être très fort, et apparemment tome 3 c'est encore plus virulent. Donc voilà, c'est des choses à savoir avant de se lancer si ça peut nous heurter potentiellement. Et la deuxième controverse va concerner le public cible, puisque les gens s'interrogent sur est-ce vraiment un livre pour enfants ? C'est aussi une question que je me suis posée, mais pour une raison particulière qui n'est pas nécessairement celle qui est pointée du doigt dans la controverse générale. Donc la polémique qui concerne cette idée de public cible, c'est par rapport à la complexité du récit. Et c'est sûr que l'histoire et l'univers présentés ici sont vraiment très complexes. Ça c'est un fait, et personnellement je trouve que c'est ce qui en fait un ouvrage exemplaire pour la jeunesse. Je trouve que certains adultes ont parfois tendance à oublier à quel point un enfant a besoin de complexité, de stimulation cognitive, de réfléchir, de se confronter à des problèmes, des incompréhensions, et que parfois ça aide grandement à stimuler l'imagination et à grandir. Et alors quand je dis que je trouve qu'on a tendance à oublier ça, honnêtement il y a qu'à voir déjà la piètre qualité de ce qui passe sur les chaînes pour enfants, mais déjà à mon époque, années 2005-2010, c'était déjà pas foufou pour la plupart des programmes, mais maintenant j'en parle même pas. Alors évidemment il y a toujours des très beaux dessins animés, très chouettes, qui sortent chaque année et qui sont adaptés aux enfants, mais je me rappelle avoir gardé des enfants quand j'étais au lycée et avoir regardé méduser un épisode de Sprout a craqué son slip dans lequel des humains se baladaient à côté de leur paire de fesses, qui était un peu comme leur démon finalement. Et j'avoue que je me suis dit que c'était un peu chaud quand même, et que ça allait pas forcément dans le bon sens, disons. Mais bon bref, je m'égare, interlude Sprout terminé. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment pas sous-estimer les capacités de compréhension d'un enfant, et s'il comprend pas tout, ce qui est clairement fortement probable dans le sens où même moi j'ai pas tout pigé, et bah il prendra ce qui l'intéressera, et peut-être que ce sera tout simplement l'histoire d'une héroïne intrépide de son âge qui affronte des épreuves difficiles avec l'aide de son démon. Il rêvera d'avoir un alléthiomètre comme j'ai pu le rêver à 8 ans, il jouera à l'aventurier du Grand Nord, et c'est chouette aussi.
Et donc forcément, une des grandes forces de ce récit, c'est bien évidemment les multiples niveaux de lecture, et c'est ce qui fait selon moi que c'est une excellente fantaisie jeunesse. Il faut par contre bien s'entendre qu'au-delà de l'aventure extraordinaire que va vivre Lyra, ce livre traite de sujets alors tantôt complexes, tantôt très durs. Entre physique, philosophie, théorie des mondes parallèles, mais aussi religion, mort ou même sexualité a priori dans le dernier tome. Donc voilà, tout autant de sujets qui ont parfois donné lieu à des critiques sur son caractère tout public. Et aussi, le texte est truffé de références religieuses, littéraires. J'avoue que pour ma part, je suis pas une spécialiste de la question, donc j'y ai pas trop fait attention. Mais ce qui est certain, c'est que c'est vraiment l'imagination de Pullman qui est la raison pour laquelle ces livres sont si populaires auprès des enfants, là où les lecteurs adultes vont être plutôt séduits par la beauté de son écriture et la profondeur de la philosophie qui est apportée. Donc voilà pour la polémique qui concerne le tout public. Moi, elle porte pas forcément sur la complexité du récit, ce qui m'a vraiment interrogée, et j'ai d'ailleurs trouvé ça étrange qu'il n'y ait pas de controverse de soulever sur ce point-là, c'est vis-à-vis de la violence de certaines scènes. Puisque le livre est conseillé à partir de 9 ans, et j'avoue trouver ça jeune pour certains passages du livre. Maintenant, c'est sûr que pour ma part, j'avais un seuil de tolérance aux scènes violentes de 0 quand j'étais enfant, et même ado, et même en grandissant d'ailleurs. J'ai littéralement passé la moitié de Game of Thrones à me cacher les yeux en me bouchant les oreilles. Mais c'est vrai qu'ici, on n'est pas en reste, puisque au palmarès scène trash, on a une mâchoire arrachée avec description de tout ce qui pendouille. Voilà, ça fait plaisir. Décapitation, sévices sur enfants du genre torture. On a aussi une explication du sort que l'Église, alors dans le livre évidemment, faisait aux enfants. Donc castration, avec sa joyeuse définition qui est d'ailleurs explicitée à Lyra. Nous avons aussi des kidnappings et morts d'enfants, etc. Donc que des réjouissances. Mais voilà, j'ai pas lu qu'il y avait particulièrement polémique sur ce point, donc bon, c'est peut-être que ma sensibilité qui parle, mais j'avoue que j'ai trouvé ça très violent. Maintenant le contexte de l'histoire et de la sortie de la saga posé, parlons un peu plus précisément du livre. Donc enfant, j'étais une grande amatrice du film La Boussole d'Or, que j'ai beaucoup vu, et j'ai toujours voulu découvrir les aventures de Lyra Belacqua telles qu'elles ont été écrites par Philippe Pullman. Et ben j'ai pas été déçue du tout par cette lecture, puisque j'ai été complètement transportée dans les couloirs de Jordan College, dans les rues sombres d'Oxford, puis dans le froid glacial du Grand Nord, aux côtés de ces personnages mystérieux, complexes. C'est une vraie fantaisie jeunesse, avec un fond politique et scientifique très détaillé. On a une héroïne aussi qui a de nombreux défauts, qui est décrite avec beaucoup d'humour, des personnages attachants ou effrayants. On a des complots, des intrigues qui dépassent clairement Lyra tout autant que le lecteur. Et ça me fait penser que je me suis pas mal interrogée aussi sur la raison pour laquelle ce film n'avait pas eu un succès comme Harry Potter, puisque ça aurait vraiment pu. Mais c'est sûr que Harry Potter, y a vraiment ce contexte d'école de magie qui parle tout de suite aux enfants, en fait. On peut beaucoup plus s'identifier, attendre la lettre pour Poudlard. C'est très dur de s'identifier à la vie de Lyra. C'est une orpheline aristocrate qui grandit dans un collège toute seule, mais en même temps élevée par toutes les personnes sur place. Forcément, on a du mal à superposer notre vie à la sienne, et donc c'est sûr que déjà, c'est un peu un frein. Mais il y a aussi le fait qu'ici, on n'a pas une petite bande de copains. On n'a que Lyra, qu'on va vraiment suivre tout du long. Vraiment, en fait, tous les autres personnages gravitent autour de Lyra. On va les suivre pendant un temps, mais ça va tout le temps changer. Et nécessairement, c'est beaucoup plus dur de trouver une figure d'attache. Surtout que Lyra, autant on l'apprécie beaucoup, autant elle a pas cette capacité à être aussi attachante que Hermione par exemple. Mais je trouve que ça fait aussi une des forces du récit, parce que Lyra, elle est loin d'être parfaite, loin d'être mimi tout plein. Elle est pas très réfléchie comme fille, parce que voilà, elle est intelligente, ça c'est sûr, mais elle est un peu du genre à foncer tête baissée, à pas trop se poser de questions. Elle est dure aussi, c'est un personnage qui est très dur en termes d'émotions, enfin... Elle a des gens qu'elle aime évidemment, et des amis à qui elle tient beaucoup, mais elle est très dure à la douleur émotionnelle, enfin c'est vraiment un personnage très fort. Et c'est aussi une bonne petite menteuse, donc voilà, elle a son lot de défauts, et c'est aussi ce qui fait que c'est un personnage très réaliste, hein. Donc ça c'est très chouette. Voilà, c'est vrai que c'est une pensée que j'ai eue au cours de la lecture. C'est vrai qu'une saga jeunesse qui a autant fait de bruit qu'Harry Potter, il y en a pas eu en fait. Et malgré le fait que À la Croisée des Mondes ait très bien marché, et que ça se soit beaucoup vendu, et que ce soit très connu, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Donc voilà pour ce petit point.
Donc sinon, comme je le disais un peu avant, c'est un univers qui est très complexe, qui mêle, alors magie non pas vraiment en fait, c'est plutôt métaphysique et théorie des mondes multiples. Et ce qui n'arrange rien à la complexité du livre, c'est qu'on a aussi de très nombreux personnages. Donc comme je le disais, on a vraiment Lyra qui est cet élément central et tous les autres qui vont graviter autour d'elle. Il y a énormément de rencontres, énormément de noms. Quand elle rencontre un personnage qui lui parle d'un autre personnage, on a aussi son nom, on a aussi son histoire. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est franchement pas toujours évident, mais je trouve que ça se fait quand même sans difficulté. À aucun moment je me suis dit, oh non mais c'est qui... Enfin, les noms sont quand même assez facilement identifiables. Puis en fait, il y a beaucoup de personnages qu'on voit juste passer pendant une scène et après dont on va pas forcément reparler. Mais voilà, beaucoup de personnages, ça c'est certain, beaucoup de lieux, beaucoup de changements en fait tout au long du récit. Ça va vraiment tout le temps évoluer autour de Lyra. Autre chose que je voulais souligner, c'est que le lore de cet univers est absolument phénoménal. En fait, il y a plein de petits éléments qui rendent l'histoire mais tellement crédible, tellement tangible. Et je me rappelle d'un truc en particulier qui m'a vraiment marqué, c'est que dans le livre, toutes les filles et les femmes ont un démon mâle, et tous les garçons et les hommes ont un démon femelle. Donc c'est toujours opposé. Très bien, c'est un fait en soi. Et bah à un moment, Lyra va rencontrer un homme, un marin, qui lui parle d'un autre homme dont le démon était un mâle. Et en soi, qu'est-ce que ça apporte à l'intrigue? Absolument rien. À aucun moment ça débouche sur une explication, à aucun moment ça débouche sur un événement ou quoi que ce soit, et pourtant, enfin je sais pas ce que vous pensez de ce genre de choses, mais pour moi ça a vraiment renforcé l'ancrage du récit dans un certain réalisme, alors qu'on est quand même dans un monde avec des ours blancs en armure qui parlent. Mais il y a un peu ce truc de l'exception qui confirme la règle, qui rend le truc palpable. Ce premier tome, je l'ai écouté sous le format audio. Ça a été une superbe découverte pour moi, et superbe découverte sur deux plans, puisque non seulement j'ai découvert le livre que j'ai adoré, mais en plus j'ai aussi découvert le format audio. J'ai trouvé ça absolument génial comme format. Déjà, le fait de l'écouter, ça m'a permis de faire toutes sortes de tâches ménagères ou de tâches qui me demandaient pas de concentration en même temps. Et j'avoue n'avoir jamais été aussi pressée de faire la vaisselle ou de plier le linge. Et puis c'était génial d'avancer dans mes lectures comme ça. En plus, ça transforme un moment franchement chiant en moment de lecture. Tout ce que je cherche, quoi. Ensuite, la lecture sous ce format, ça propose un tout nouveau type d'immersion avec une vraie performance d'acteur. Ici, le livre est lu par Jean-Claude Drouot. J'ai trouvé sa voix très agréable à écouter pour la plupart des personnages qu'il interprétait, mais j'avoue que j'ai trouvé assez insupportable les voix de Lyra et de Pantalémon. Alors je me doute que c'est vraiment pas facile pour un homme avec une voix très grave d'être la voix déjà d'autant de personnages dans un seul ouvrage, et en plus d'être la voix d'une enfant, mais pour le coup c'était vraiment très forcé, et c'est un peu dommage pour ces deux-là puisque ce sont quand même les personnages principaux. Mais au-delà de ça, vraiment j'ai trouvé l'interprétation excellente. Ce format audio c'est une vraie réussite, et ça fonctionne d'autant bien pour ce récit en particulier, puisqu'il est en très grande partie narré à la troisième personne, et je me demande effectivement si j'accrocherais autant avec un récit à la première personne du singulier ou avec beaucoup de dialogue. Peut-être que dans ce cas, il faudrait plus avoir plusieurs comédiens qui se donnent la réplique. À voir. Sinon, le souci pour moi avec les livres audio, c'est que ça coûte quand même très cher. Donc là, j'étais tombée sur une offre Audible 3 mois d'essai gratuit, et dès que j'aurai écouté les 3 tomes, je résilierai mon abonnement, parce que c'est quand même, je crois, à 10 € par mois pour avoir droit à un seul crédit audio, donc un seul livre. Je trouve ça quand même cher. Dernier point pour le livre audio, c'est que je l'ai écouté à la vitesse normale de lecture, mais j'entends souvent des filles dire sur YouTube qu'elles écoutent les livres audio en vitesse 2, et j'avoue que je comprends pas du tout. Tu perds tout le travail de comédien, et franchement, mais je serais incapable de suivre l'histoire. Enfin, juste, c'est pas du tout agréable à écouter. J'ai essayé du coup pour voir, mais c'est horrible. Déjà, ça rend la voix plus aiguë, et puis, enfin, ça a aucun... Enfin, je sais pas, le rythme change complètement, et personnellement, j'ai pas du tout aimé. Alors, c'est sûr que c'est long à l'écoute. C'est beaucoup plus long d'écouter le livre audio que de le lire, surtout que, perso, je lis assez vite quand même en papier. Donc voilà, évidemment, ça m'a pris plus de temps de l'écouter, mais en même temps, j'ai pu l'avancer à des moments où je lis pas en papier de toute manière, donc je trouve que dans tous les cas, c'est quand même un gain de temps, et faut quand même essayer de rendre le moment agréable à écouter, et donc en vitesse 1, moi j'ai trouvé ça très très bien.
Parlons maintenant du film qui se nomme À la croisée des mondes, la boussole d'or. Donc comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est par le film que j'ai connu cette saga, ce qui fait qu'au fil de ma lecture, c'est vraiment avec les traits des acteurs que je me figurais les personnages, ce qui m'a quand même pas empêché de faire aussi jouer mon imagination, parce qu'on va en parler un petit peu après, mais il y a de nombreuses différences entre le livre et cette adaptation. Ce film, il est sorti en 2007 et est réalisé par Chris Weitz, qui est, pour l'anecdote, le réalisateur de Twilight 2. Voilà. Et ce film, c'est l'adaptation du premier tome de la trilogie. Il devait s'agir au départ également d'une trilogie cinématographique, et une suite était d'ailleurs à l'écriture quand le projet a finalement été abandonné en raison du relatif échec commercial du film. En ce qui concerne les acteurs, Dakota Blue Richard, qui est encore inconnue à l'époque, joue Lyra, et pour ceux qui connaissent, elle joue par la suite Frankie dans la série britannique Skins. Au casting qui n'est pas piqué des hannetons, on retrouve sinon de grands noms du cinéma, comme Daniel Craig, Nicole Kidman, Eva Green, Freddie Highmore qui fait la voix de Pantalémon, Sam Elliott ou encore Ian McKellen, donc Gandalf, qui fait la voix de Iorek Bernison, l'ours en armure. Et puis il y a aussi plein d'autres noms et plein d'autres acteurs connus. Il faut aussi noter que la musique de générique de fin est chantée par Kate Bush, ce qui est pas rien quand même. Et la version cinématographique a considérablement atténué les allusions anti-religieuses de la saga originelle. Alors ça a évidemment réjoui la Catholic League aux États-Unis, mais inversement ça a suscité les protestations des fans du roman. Ici on est vraiment sur une production qui s'adresse principalement aux enfants et qui est classée comme un film familial. L'histoire a été simplifiée et on a vraiment des chouettes effets spéciaux, etc. C'est un film qui a reçu de nombreuses critiques et je pense qu'il souffre forcément de la comparaison avec l'œuvre d'origine, mais je trouve que c'est quand même une bonne adaptation qui effectivement s'adresse plus aux familles. Je l'apprécie sûrement en grande partie parce qu'il me fait ressentir de la nostalgie, mais mon copain l'a regardé avec moi pour la première fois et il a vraiment apprécié aussi. Je pense juste qu'il faut pas du tout l'appréhender de la même manière que les livres. Il y a de quoi passer un excellent moment avec le visionnage du film, les acteurs sont très bons, j'ai adoré le personnage de Lis Coresby qui est un genre de vieux cow-boy fringant, et c'est même pas parce que son démon lièvre s'appelle Esther comme moi, mais vraiment très chouette personnage. Sinon, bien sûr, cette adaptation présente quand même beaucoup de différences par rapport à l'œuvre d'origine, ce qui est très souvent le cas lorsqu'on adapte un roman, tout simplement parce qu'il y a des éléments qui se prêtent à une histoire lue, qui se prêtent pas nécessairement à des aspects cinématographiques, à du visionnage, à des images, et forcément, qui dit film familial dit que ça devait de toute façon s'éloigner du récit, puisque pour le coup, il est quand même pas très cosy cocoon. Moi, ce qui m'a vraiment marqué comme différence, c'est la fin du film. Alors je spoilerai pas, hein, pas d'inquiétude, mais la fin est très différente. Et du coup, j'aurais été curieuse de voir, c'est sûr, un deuxième et un troisième opus, puisque je me demande comment ils auraient fait le twist, s'ils seraient partis dans une autre direction que les livres, ou s'ils auraient réussi à adoucir encore tout ça, puisque la fin, en fait, montre un personnage sous un autre jour, et que ce personnage est quand même très adouci dans le film. Donc voilà, il y a un peu des différences, alors au-delà des différences de description de personnages, par exemple Madame Coulter, elle est censée être brune, dans le film c'est Nicole Kidman qui la joue et elle est blonde platine, mais je trouve que ça fonctionne très bien comme changement, mais c'est vrai qu'on a quand même des changements aussi de fond des personnages, et pas seulement sur la forme. Dans tous les cas, moi c'est un film que je vous conseille si vous souhaitez pas lire les livres, ou si vous les avez déjà lus, mais faut bien se dire que c'est vraiment pas un substitut à la saga littéraire, qui est quand même plus complexe et plus creusée. Passons maintenant à la série, parce que j'ai voulu faire les choses bien pour cet épisode, et je me suis donc dit que j'allais visionner le premier épisode de la série HBO qui est sorti en 2019. Je comptais pas spécialement regarder toute la série en entier, mais finalement on a plutôt bien accroché avec le premier épisode et donc on a voulu continuer. Et on s'est dit que ça allait permettre à mon copain d'avoir une version peut-être plus proche des romans, parce qu'effectivement, après avoir vu le premier épisode, j'ai eu l'impression que c'était vraiment plus fidèle au livre, d'autant plus que j'ai lu le résumé du dernier épisode de la saison 1, et que ça se termine de la même façon que le premier tome. Donc voilà, on a vraiment bien aimé ce premier épisode, mais on a regardé le deuxième épisode hier soir, et j'avoue qu'on a un peu déchanté. Déjà, il y a plein de micro-différences avec le livre, et je trouve pas qu'elles apportent grand-chose, puisque là où le film va simplifier des éléments, et bah la série va en rajouter, et j'ai pas trop compris pourquoi. Ensuite, les relations entre les personnages, les dynamiques fonctionnent aussi moins bien, et surtout j'ai un peu l'impression qu'on commence en parallèle le second tome dans cette saison 1. Enfin, on a
les 2 tomes qui se superposent. Alors pourquoi pas en soi, mais je sais pas, je trouve que c'est un petit peu bizarrement amené, et surtout je trouve qu'il y a déjà tant à faire avec le premier livre que au final ça risque juste de nous perdre. Autre chose, c'est que j'ai beaucoup tiqué sur le fait que les équipements, les vêtements, etc., ça soit quand même beaucoup plus moderne que ce qui est décrit dans les livres. Au départ, on voit même Lord Asriel arriver en hélicoptère. Alors j'ai pas trop compris. Ça pourrait avoir une explication dans tout cet univers, mais bon, ok. En fait, c'est beaucoup moins immersif. Ça spoil un peu des trucs, je trouve. Enfin, je sais pas, je trouve ça dommage. Et pareil, les voitures, enfin, tout est beaucoup plus moderne que c'est censé l'être. C'est pas un monde qui est censé être moyenâgeux, mais ouais, genre moins avancé, moins semblable au nôtre avec 70 ans de retard, quoi. Aussi, chaque humain est censé avoir un démon. Et ici, c'est comme s'ils avaient voulu se simplifier la tâche au montage et aux effets spéciaux, puisqu'on voit quasiment pas les démons des personnages en arrière-plan, et quand certains en ont, c'est genre des papillons ou une mouche, quoi. Bon, en vrai, y a pas... Enfin, la plupart des gens en arrière-plan dans le livre ont pas trop ce genre de démons. Enfin, ça va être, par exemple, les domestiques vont avoir des chiens, et bah forcément, ça veut dire que quand on est dans les couloirs de Jordan College, on devrait voir aussi les chiens avec les humains. Donc voilà, j'ai trouvé le premier épisode plus fidèle au livre que le film, mais là on commence finalement à beaucoup s'en éloigner. Donc on va peut-être continuer encore quelques épisodes, mais si ça continue comme ça, je suis pas sûre qu'on continue la série finalement. Donc cette série, elle est constituée de 3 saisons, elle n'a pas été reprogrammée pour une 4e, mais d'après ce que j'ai lu, ça a l'air de couvrir au moins les 2 premiers tomes, mais j'avoue que j'ai pas trop cherché plus loin parce que j'avais trop peur de me faire spoiler les livres. Et si certains personnages sont vraiment convaincants dans la série, que le jeu d'acteur est globalement vraiment bon, et bah je trouve qu'il y a quelques choix d'acteurs qui, comparés à certains du film de 2007, me paraissent bien fades. Donc à voir pour la suite, ça a quand même l'air sympa, mais c'est peut-être plus trop adapté, peut-être c'est une série que j'aurais adoré ado, mais finalement je trouve que c'est un peu trop dans le sensationnalisme, donc on verra. Je vais aborder très rapidement la suite puisque j'ai commencé le second tome en audio et j'en suis environ à la moitié. J'ai été très déstabilisée par le début parce qu'il y a un gros changement suite à la fin du tome 1. J'en dirai pas plus, mais il y a quand même un gros contraste. D'autant plus qu'avant de retrouver Lyra, on va suivre pendant un bon moment un autre personnage encore inconnu au bataillon à ce moment-là. Donc là, j'en suis presque à la moitié et j'aime toujours autant ma lecture. Sinon, ce tome ainsi que le suivant ne sont pas lus par le même comédien, puisqu'ici c'est François-Éric Gendron qui interprète les personnages et la narration. J'aime beaucoup sa voix qui est assez grave, assez rauque, et il force aussi beaucoup moins sur certains personnages. Et pour l'anecdote, c'est la VF de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'est très agréable à écouter. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Finalement, je vous conseille 1000 fois la lecture de cette saga. Moi, je suis ravie de l'avoir enfin sortie, puisque je l'ai eu en cadeau quand j'étais enfant, je l'avais pourtant jamais lu. Je pense que ça m'intimidait beaucoup. Et donc, elle est restée des années et des années à prendre la poussière. Et c'est le cas de le dire d'ailleurs. Si vous n'êtes pas particulièrement friand de littérature jeunesse, vraiment, n'ayez pas d'appréhension, parce que c'est de la littérature jeunesse, au sens où c'est lisible par des enfants. Mais à aucun moment j'ai eu l'impression, au cours de ma lecture, de lire un livre pour enfants, ou même pour ados. C'est un univers qui a rien à envier à la fantaisie adulte, et il vaut vraiment la peine d'être lu. C'est le genre de livre qui te rappelle pourquoi t'aimes lire en fait. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi j'ai trouvé ça super stimulant de comparer, de faire des recherches dessus, et j'ai déjà hâte de réfléchir au prochain épisode que je pourrais faire dans ce style-là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées d'adaptation et de livres, vraiment je suis preneuse. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.